Binge audio. Ah non, binge. Salut, c'est Vincent Manilève, on se retrouve pour le 16e épisode de nos tubes. Je pensais pas faire une intro un peu story time, mais c'est effectivement un épisode un peu particulier, puisque la semaine prochaine sort un livre que j'ai écrit et qui parle, vous en doutez, de YouTube. Ça s'appelle YouTube derrière les écrans, j'ai travaillé presque un an dessus et j'ai rencontré une cinquantaine de personnes à peu près, qui m'ont parlé de leur métier, de leur passion, de ce qui va et de ce qui va pas en fait sur la plateforme. Et la sortie de ce livre, au-delà de me donner l'occasion d'atteindre un niveau de stress jamais atteint jusque-là, m'a donné envie de parler d'un sujet que je garde pour moi depuis pas mal de temps et que je peux pas trop partager en fait, sans faire de ouin-ouin. Donc c'est les relations entre journalistes et youtubeurs, et des relations qui, on va le voir, sont parfois très compliquées. Alors dans notre team de chroniqueurs cette semaine, pas de David Honora, il est parti faire des selfies sur le tapis rouge cannois, mais je retrouve avec plaisir Perrine Signoret du service Pixel au Monde, tout Bonjour, va bien? Ça va. Et de l'autre côté de la table, je suis ravi de retrouver Erwan Duchâteau, donc journaliste que l'on croise régulièrement dans les colonnes des Inrocks, et dont je recommande vivement la dernière interview très scato avec Julien Méniel. Comment vas-tu? Très bien Vincent, une magnifique interview qui contient 24 fois le mot caca, donc je vous encourage à la lire. Ça va Ça dans le livre donne des records directement. Alors avant de lancer notre thérapie de groupe un petit peu, voilà, un petit point sur l'actualité comme d'habitude. Vous êtes youtubeur, c'est-à-dire à la fois auteur, acteur, réalisateur et diffuseur. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux. Alors on va parler pour une fois de télé-réalité, enfin pas tout à fait. En mars, la marque Fanta a lancé la seconde édition d'un grand concours en partenariat avec Mixicom, donc le network qui regroupe les plus gros youtubeurs. Donc le principe, c'est que des anonymes pouvaient envoyer des vidéos et seraient ensuite sélectionnés par des vidéastes de chez Mixicom comme Natou, Le Rire Jaune ou McFly et Carlito, qui les coacheraient ensuite. Il y a eu 20 sélectionnés et pour le gagnant final, il y a à la clé un contrat de 1 an au sein du network Talent Web, donc qui appartient à Mixicom. C'est vraiment la mecque des youtubeurs. C'est comme si c'était un an de contrat au sein du PSG en gros. Donc depuis 2 semaines environ, les candidats sont en phase finale et on va dire qu'ils vivent dans une espèce de grande maison où ils suivent des cours et doivent réaliser des vidéos d'un type particulier. Donc le tout étant bien évidemment filmé et diffusé chaque jour sur la chaîne de Fanta. On va écouter un extrait. La mécanique, je ne sais pas si vous l'avez expliqué, donc vous êtes 20. Vous allez passer à 10, à 5 et ensuite à 1. Donc il en restera plus qu'un à la fin qui va gagner le gros prix, qui est le contrat d'1 an avec Talent Web. Mais avant tout au long de l'année, vous allez avoir plein de choses à gagner. Et ce qui est important avec les valeurs de Fanta et les valeurs de cette seconde session, ce qu'on avait dans la session 1, c'est le côté très bienveillant. Mais l'idée, ce qu'on veut mettre en avant, nous, c'est la créativité de tous ceux présents ici. Vous allez rester avec nous pendant 2 semaines sur cette première session. Vous allez avoir accès à énormément de choses ici, donc des masterclass avec le top influenceur, on va dire ça. Sur cette première session, donc les 2 semaines qu'on va faire là, il y a une grosse épreuve qui est de réaliser la pub Halloween, la nouvelle pub Halloween de Fanta, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et en télévision. Il y aura aussi la Flavor Battle. Vous allez être garant de la nouvelle saveur Fanta de l'année prochaine. Je vous dis à dans 2 semaines. Et je vous laisse kiffer, ok ? Ok, alors vous l'avez compris, c'est une télé-réalité entièrement financée par Fanta qui s'appuie sur des jeunes talents pour faire en fait sa com sur les réseaux sociaux. Et il faut noter que ce jeu va notamment éliminer le ou la candidate qui aura le moins d'abonnés sur son compte Instagram créé pour l'occasion. Et forcément sur YouTube, ça a énervé pas mal de monde. Donc on va écouter Super Flamme, dont la vidéo m'a été envoyée par un vidéaste qui nous écoute régulièrement et que je salue. Le truc résume la profession de vidéaste à Personne populaire. à Influenceur. en gros un support publicitaire 2.0. Une coquille vide, un simple chiffre, son nombre de followers, sa capacité à pousser les gens à réaliser un acte d'achat. J'ai inventé un terme pour ça que j'ai utilisé sur Twitter pour décrire l'émission. Prostitution publicitaire. Voilà, donc ça a tourné en fait au drama simplement. Il y a eu plein de vidéos de réaction, des fois un petit peu poussées loin à mon sens, où en gros on imaginait un petit peu la mainmise complète de Mixicom et de Fanta sur le YouTube Game, etc. Donc je trouvais que c'était un petit peu, des fois ça allait un peu trop loin dans la polémique, mais je trouvais qu'il y avait quand même des critiques qui avaient du sens. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Perrine? Tu trouves ça dérangeant comme concept? Déjà, la mise en scène est dérangeante en soi. Enfin, je trouve vraiment, on dirait une télé-réalité un peu cheap. Enfin, Oui, je sais pas, pour une boîte, enfin, Fanta, c'est pas très bien tourné, c'est pas très bien une monté. petite boîte, quoi. Enfin, je sais pas, ils auraient pu mettre quelques moyens là-dessus. En plus, ils sont avec des vidéastes, pour le coup, qui ont beaucoup de talent, etc. Donc,
j'ai été assez déçue déjà de base par la manière dont c'était filmé, etc. Et après, je suis assez d'accord du coup avec ce que l'extrait venait de dire, c'est qu'en fait, c'est très focalisé sur les chiffres qu'ils font et pas forcément sur, par exemple, le processus de créativité, etc. Le seul moment où tu les vois réfléchir à la vidéo, c'est ils vont faire je sais plus quel est le terme qu'ils utilisent, mais un briefing sur un petit tableau là où ils vont noter 3 C'est idées. très c'est Startup Nation en fait. Clairement, Oui, c'est ça. il faut des brainstorming. hein. Et brainstorming, c'est Il le y a mot des utilisé. poufs, Ouais, il y a des boards, des trucs Ouais, mais blancs. ça fait start-up et pas. Enfin, Ça fait pas, oui, c'est vrai que ça fait pas. Ouais, les vidéos quand elles sont créées, bah, c'est souvent des mecs qui se retrouvent dans un café, qui discutent, qui déconnent ensemble. Et là, c'est vrai que ça fait très genre, alors les mecs, qu'est-ce qu'on va faire, Ouais, c'est ça. comment mettre le mieux en valeur, Ouais, Fanta, puis ils etc. pensent pub en fait. C'est ça. Ils pensent. Il y a un des extraits où leur première question c'est comment on mettra le mieux en valeur le produit. Mm. C'est pas le raisonnement qu'on devrait avoir quand on vend le truc en disant on va mettre en avant votre créativité, votre personnalité et tout. Bah non, c'est pas le but. Et puis, c'est vrai qu'à la base, pour être sélectionné, il fallait qu'ils fassent des vidéos qui mettaient en avant le produit déjà de base. Et avant l'émission, on en discutait un petit peu avec toi, Erwan, et tu disais, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que de base, ils se formatent eux-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est assez, ce qui moi me pose un peu problème dans l'histoire, au-delà du côté pub et tout, c'est que quand on regarde un peu les vidéos de candidature, c'est des gens qui ont déjà vachement intégré ce qu'est le discours qui marche sur YouTube, on va dire le langage YouTube qui Et puis fonctionne. le discours commercial Voilà. de partenariat. Complètement. Et qui du coup le font déjà naturellement bien. Et du coup, ils ont été les meilleurs à bien le faire. Et on va les envoyer on les envoie dans une maison pour se faire former à encore mieux le faire par les gens qui les ont inspirés à le faire bien. Enfin, alors que c'est un peu en plus inverser le processus, je trouve. Bah En oui. général, quand tu es vidéaste, tu commences par des vidéos créatives, etc. Et complètement. un jour, tu arrives à gagner un peu d'argent avec, tu commences à faire des partenariats, mais là, ils inversent le truc. Et je trouvais ça aussi assez étonnant, je sais plus qui montrait ça, mais qu'il y avait des youtubeurs finalement qui n'étaient pas tout petits dedans. Enfin, il y a un mec qui a 340 000 abonnés. Enfin, je suis pas sûre que ce soit un talent à faire découvrir. Enfin, il est déjà découvert, quoi. Il a déjà explosé. Il a même sans doute déjà eu des propositions pour rejoindre un network. hein. Ah oui, Ouais, à 300 c'est 000 sûr. abonnés, je pense qu'il a dû recevoir 300 emails Voilà. depuis bien longtemps et même des propositions de partenariat. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu de décalage. Et à l'inverse, il y a d'autres créateurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et Ouais, qui, eux, galèrent à gagner des abonnés sur Instagram. Parce qu'ils n'ont pas le réseau, l'importance déjà, et donc peut-être qu'eux ils sont Mais ils ont handicapés eu de un base. cours. Ils ont eu un cours pour bosser, je sais plus comment, leur flow Instagram ou leur flux. Enfin, Oui, c'est voilà. le premier cours qu'ils ont d'ailleurs. Ils ont eu un cours sur comment bien travailler son storytelling Voilà. sur Instagram. Et ce qui était marrant, c'est ce que David Honora me faisait remarquer, c'est que c'était le frère de Kevin Tran, donc j'ai oublié le Oui. nom momentanément, qui leur expliquait qu'il faut toujours mettre son compte Instagram dans sa bannière sur la page YouTube. Et on voyait en fait sur la chaîne du Rire Jaune, donc celle de son frère, le compte Instagram n'y était même pas. C'était assez cocasse. Donc c'était bien vu de la part de David Honora, qui doit se régaler en ce moment avec du champagne. Est-ce que quand même... parce que David Honora, toujours, lui, il trouvait que c'était la nouvelle... J'en ai discuté avec lui autour d'une bière il n'y a pas longtemps. Et lui, il trouvait pas ça complètement malfaisant non plus. Il y voyait une nouvelle Starac, en fait. Où, en gros, il disait que là, c'était pas TF1, c'était Mixicom. Et c'était pas Fanta. Enfin, là, c'était pas Universal, mais Fanta. Ah, mais Est-ce l'idée de base, c'est marrant. Enfin, en tout cas, ça peut faire marrer certaines personnes. Je suis une fan de télé-réalité et de YouTube, autant dire que j'étais la première cliente. Mais le problème, en fait, c'est ce côté sponsorisé par une marque. C'est pour la marque et c'est pas... tu vois, encore si c'était sponsorisé par la marque, mais qu'ils faisaient d'autres contenus, que... Voilà, l'objectif, c'était vraiment de les aider à développer une chaîne, genre leur contenu propre, une originalité, etc. Mais là, comme tu disais, ils sont formatés sur un truc... C'est très forcé. Enfin, j'ai pas compté, mais je me demande des fois s'il y a un plan dans ces vidéos où il n'y a pas Fanta. le logo. Parce qu'il y a tout, il y a les pulls, C'est une très bonne il y question. a les panneaux à Ouais, droite il y en à a gauche. partout. Donc c'est vrai que c'est du bourrage de crâne, comme on le voit souvent dans les vidéos. Et surtout, la différence, pour reprendre l'analogie avec TF1 et Universal, c'est que là, on parle d'un produit commercial fini. Ils font pas la pub de Webedia ou juste de l'image marque. C'est-à-dire qu'ils pensent au produit final. On parle de la pub comme gain, la possibilité de réaliser la prochaine pub Fanta. Il y a aussi cette histoire d'être porteur de la prochaine gamme de produits pendant Oui, de choisir un le an. goût. Là. C'est quoi? Ça veut dire que si le gagnant, il va gagner un an de contrat avec Webedia. Mais pour faire du contenu. Bah oui, c'est ça, ces placements de produits sont déjà déterminés dans un calendrier et ça va continuer comme ça. C'est vraiment... Ça sent mauvais et surtout c'est beaucoup plus décomplexé
que ce qu'on peut voir à la télévision. On ne se fait pas d'idée sur la façon dont fonctionnent les émissions de télé-réalité par rapport aux productions, etc. Mais là, il y a un énorme panneau à l'entrée, placement de produits. Pour terminer là-dessus, je peux juste éventuellement peut-être recommander, il y a certaines vidéos qui peuvent être intéressantes, notamment un cours avec Ludoc qui est réalisateur et qui explique comment lui il travaille un petit peu. Donc voilà, sur la chaîne Fanta, il y a peut-être quelques vidéos quand même à regarder, même si par le passé il y a eu 1000 et 1000 vidéos qui ont été faites sur comment réaliser des vidéos sur YouTube. L'autre actualité dont je voulais parler, c'est la création du Curie Club. Donc, c'est un collectif de créateurs lancé par le Nantais Mathieu Sommet, que l'on connaissait jusque-là pour son émission Salut les Geeks. Il a été absent pendant un certain temps de YouTube. Il est revenu avec une série. Et là, il a annoncé ce nouveau projet il y a quelques jours. Eh ouais, le Curie Club, mon bonhomme. Une production indépendante avec personne au-dessus pour nous dire « Ah oui, j'aime bien ton sketch, hein. Mais est-ce que ça serait possible d'avoir un format un peu plus court, 5 minutes? Un peu moins de 5 minutes? Parce qu'en fait, c'est le watch time un petit peu médian pour les millennials. Est-ce que tu peux faire aussi une référence à Pikachu? Après, on peut se call hein, pour débrief notre brainstorming. Connard. Et est-ce que je vous ai aussi dit qu'on ferait pas de placement produit? Parce qu'il y en a un petit peu marre d'être pris pour les cons. On se bouffe de la pub en permanence dans la gueule, c'est pas pour aussi en prendre pendant les moments de détente et de divertissement. Voilà, donc moi ça m'intéressait d'autant plus de parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est Clairement, il y a une Fanta belle transition. XU, voilà, donc un petit peu, voilà, il y a des gens, On sent que t'as bossé. des révolutionnaires sur YouTube. Non, mais simplement, est-ce que vous trouvez que c'est un système intéressant? Parce que j'ai l'impression de voir une évolution un peu Pokémon de l'appel au financement participatif. Là, c'est plus pour une seule personne qui finance un projet ou sa chaîne, mais là, c'est voilà, pour faire vivre même d'autres personnes au sein de ce groupe-là. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. Je pense que ça l'est au même titre que si c'était juste une seule personne ou un seul projet. C'est-à-dire que c'est les mêmes avantages. En gros, c'est rendre de compte aux gens qui vont être intéressés par le projet et qui vont vouloir donner. Mais la question, c'est surtout, est-ce que Mathieu Sommet, il aurait pu faire autrement pour monter un collectif? J'en suis pas forcément persuadé. C'est pas évident pour lui moi j'étais assez surpris vraiment de le voir revenir comme ça sur YouTube après Salut les Geeks. C'est comme Antoine Daniel, c'est quelqu'un qui a eu du mal à survivre à la fin de son émission et je me demande s'il avait vraiment d'autres choix et je demande à voir dans l'absolu. Toi Perrine, c'est quelque chose que tu suivrais parce que c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément sur de la fiction. Ouais, c'est un ça. retour un peu Je suis restée, je fais partie de ces vieux, tu sais, qui sont restés un peu bloqués sur l'ancien format. Du coup, je regarde. Tu lui assez envoies des peu, tweets tous les jours, c'est quand le prochain Salut les Geeks? Allez, s'il te plaît, reviens. Mais c'est plus comme avant, t'as changé. Non, puis Non, mais ouais, du coup, j'ai peu regardé les nouveaux contenus, enfin, j'en ai vu forcément, mais après, ça peut peut-être être justement un espèce de nouveau tremplin, tu vois, pour essayer de recréer des nouvelles choses aussi. Je sais pas, je pense que ça peut être cool. Puis ils ont déjà 4600 sur le 600 €, pardon, sur le Tipeee. Donc c'est quand même ça demandait ce que j'avais pas regardé aujourd'hui, mais Ouais, c'est vrai que juste j'avais avant, noté, ils histoire étaient à un de peu plus de l'actualiser 3000, et mais tout. effectivement, Ouais, ils sont c'est à assez plus énorme, de 4000, et ça serait pour faire vivre, je sais pas, 8 ou 9 personnes. Bah ouais, il y a me quand semble. même pas mal de monde Voilà. dans l'équipe, quoi. Mais ce qui est assez intéressant dans son projet, c'est de vouloir s'entourer de gens qu'il a choisis, qui étaient jusque-là amateurs. J'ai l'impression qu'il a pas mal cogité la team qu'il a montée pour faire ça, qui bossait d'ailleurs avec lui sur la série qu'il a sortie, qui a eu un succès relatif. Oui, voilà. Moi, j'étais pas complètement fan. Alors, du j'ai pas du tout truc, aimé, moi, mais ça a ouais. marché quand même. Ça a trouvé son public un peu. Moi, Mm. j'étais pas du tout fan de la série. C'était un espèce. Enfin, on connaît Mathieu Sommet plus ou moins. On sait ce qu'il pense de comment fonctionne YouTube. Et même si les choses ont changé, lui a toujours le même état d'esprit par rapport à ça. Même en partageant beaucoup de choses dans son point de vue sur ce qui peut marcher sur YouTube, il n'y avait pas forcément besoin de faire une série de 7 épisodes pour... il aurait pu faire 3 tweets. Franchement, il se serait économisé du temps et tout. Mais non, parce qu'effectivement, et au final, ce qui lui est arrivé, enfin, le succès relatif de cette série, c'est qu'effectivement, quand il y a un YouTuber qui a un format phare et qui tente de faire autre chose, c'est dur. C'est compliqué, ouais. dur de convaincre les gens d'adhérer. Complètement. Cyprien connaît ça avec ses courts-métrages. C'est pour ça qu'il est obligé de faire continuellement d'autres vidéos face cam, enfin un peu plus simples en termes de réalisation, pour continuer à regrouper les gens. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il y a le premier sketch qui est sorti du coup. Peut-être, je suis pas sûr Si, d'avoir. je l'ai regardé, moi je l'ai regardé ce midi. Alors Et c'est
plutôt pas mal. En fait, si vous avez vu la série, le comédien qui s'appelle William dans la série, honnêtement, c'est une belle trouvaille, je trouve. Il est juste dans son interprétation. Il y a un peu de moyens, il y a des costumes, il y a des décors. C'est plutôt pas mal. Pour un premier sketch, j'étais agréablement surpris. Eh ben, écoute, si ça permet de faire découvrir des gens, d'avoir un peu plus de moyens pour réaliser des vidéos un peu différentes de ce qu'on voit sur YouTube, moi j'ai envie de dire Pourquoi allons-y, pas. quoi, pourquoi pas. Banco. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir jouer un petit peu. Oh, il y a un jeu. On adore. Alors là, c'est un jeu assez simple, mais c'est en lien un peu avec le thème de l'émission. J'espère ne vexer personne parmi nos camarades journalistes. Mais en gros, non, c'est simplement, je vais vous donner des titres Tu vas nous d'articles griller, là. et vous devrez me dire s'ils existent vraiment. Et il y a un point bonus si vous trouvez le média qui est à l'origine de Yes. cet article. Wow. Ça va un peu... Est-ce qu'on doit buzzer? c'est un peu de l'archéologie, des relations entre journalistes et youtubeurs. Alors le premier titre, c'est mon ado veut ouvrir une chaîne YouTube, comment réagir? C'est sûr que ça existe. Moi, je suis sûre de l'avoir déjà lu Ouais. même. Ouais. Ouais, et le média, je pense que tu peux en citer n'importe lequel. Il y a un moment où quelqu'un l'a fait. Alors oui, ça existe et c'était La Croix. Oh yes, cadeau. Et par contre, c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un article qui date de janvier 2018. Vraiment, Je crois que t'allais dire genre 2011, c'était La vachement. Croix dans peut-être qu'ils vont faire un article. Sur le hand spinner. bientôt. Connaissez-vous Norman, le youtubeur préféré de vos ados? Donc voilà, donc ça c'était le premier, effectivement, donc ça existait bien. Le deuxième, Hystérie adolescente à Video City, premier festival des youtubeurs français. Et je précise, youtubeur écrit EUR. EURS, avec le Y en petit et le T de youtubeur en gros. Oh, très fort. Ouais, je sais qu'il existe, je sais que c'est Le Monde, Ouais, je sais que c'est Pascal je pense Kramer. qu'il mais- existe. Voilà, il J'ai existe. gagné un bonus. Là, même triple bonus, t'as même cité l'auteur, c'est génial. Et Je peux effectivement, aussi lire le nombre de signes de cet article. c'est effectivement un article où ça parlait de bouche en cul de poule, de cris, d'hystérie, voilà. C'était un peu particulier Ouais, super. comme article et c'était je crois un des premiers articles concrets sur le Ouais, dans le- phénomène. Ouais. Voilà. Puis dans Le Monde, quand même. C'était... Voilà, À c'était l'époque, quand même c'était- assez important. Le troisième, c'est YouTube, l'incroyable jackpot de Cyprien, Squeezie et Norman. Putain, j'ai envie de dire oui, mais le problème c'est qu'ils vont tous être vrais, c'est pas possible. Ça c'est pareil. Moi, je je sais pense qu'il y a un pas, piège. c'est pas moi qui ai fait L'incroyable jackpot. Genre, en fait, je cherche plus qui c'est qui l'a écrit que plutôt est-ce que ça existe ou non, Bah, parce que c'est Pour sûr. toi, ça existe? Ah ouais, Moi, je j'en dis suis non pour persuadé. lui. Tu penses pas que ça existe? Non. Eh ben, il existe. Bah oui. Et est-ce que vous savez qui C'est c'est? toi qui fais un piège. Je sais. Alors, l'incroyable jackpot de. Je sais Cyprien pas. Squeezie, Norman. C'est BFM TV. Yes. En tout Ah. cas, le site qui avait fait un article au moment de la vente de Ah, mais oui, c'est pas vieux, Talent en plus. Web ou Mixicom. C'était en avril 2016. Oui, si, Qu'en je gros, il y a, Quand voilà, même. quand il expliquait qu'ils avaient touché pas mal d'argent sur la vente de Talent Web. Le quatrième, c'est Cyprien Norman Angel Phoenix, le business trouble des youtubeurs. Il me regarde, mais. Est-ce que c'est pas paru Moi, le je même sais. jour sur BFM? Non, c'est pas Non, BFM. je sais que c'est Le Monde encore et c'est William Oduro même. Oui, mais en soi, Oh. l'article. Non, mais Mais l'article. voilà, est bien, il l'article s'est est- fait est bâcher vrai. pour le titre qui Voilà, était. parce qu'en plus, c'est un article qui a c'est vrai que été ça peut porter à confusion pour voilà, lui. repris dans une vidéo notamment l'article de, était de cool. Bat et Gaël, Ouais, ouais, ça a été un où ils peu- s'en servaient pour dire regardez les journalistes, alors que l'article est bien. Et il m'a beaucoup aidé dans mon travail personnel. Et le dernier, c'est non, virgule, les youtubeurs ne sont pas tous assoiffés d'argent. J'ai envie de dire oui. T'as envie de dire oui? Oui, parce Genre que je crois que ça je l'ai lu. existe. Tu crois que tu l'as lu? Oui, il me semble. En fait, on a lu tout Internet déjà. Toi, Perrine, tu dis quoi? Moi, je dis non. Tu dis non. Eh ben, t'as raison, ça n'existe pas. Ça aurait pu être un article de Slate.fr que je Écrit par salue, Vincent Manilev. mais ce n'est pas le cas. Non, on parlera de mes titres d'articles problématiques une autre fois. Je pense qu'on va pouvoir passer au thème principal de l'émission. Vous êtes payé au nombre de clics? Moi je plaisante pas, il y a des robots qui cliquent des millions de fois. Comment vous faites pour distinguer un doigt et une machine? Ça, Il y c'est a un truc doigt, qui- par exemple. Et je précise que ce n'était C'est une pas, de mes c'était vannes l'index qui est montré, hein, bien sûr. Ce qui est très dommage. Parce ce que qui c'était est- Yann Moix en face et on a tous envie. Et j'aurai une anecdote sur Yann Moix à vous raconter juste après. Oh yeah. Simplement, donc voilà, pour raconter un peu l'histoire, refaire un peu l'historique des relations entre les journalistes et les youtubeurs qui ont été assez compliquées, on va le voir. Au début des années 2010, quand Norman commence vraiment à exploser, quand il a des millions d'abonnés et tout ça, c'était quoi un petit peu? C'était un regard curieux où les médias s'en fichaient un peu? Je pense que c'était même pas un regard au début, parce que vraiment quand ça arrive, les
les journalistes, dans mon esprit en tout cas, ne consomment pas YouTube à ce moment-là en fait. Mhm. Pour eux, c'est leur gosse à la limite, donc ça appartient au monde de leurs enfants, de leurs petits-neveux, tu vois. Ils n'ont pas forcément considéré ça tout de suite. Après, on parlera du moment où ça a changé, mais non, à mon avis, au tout début, il n'y avait pas de regard, d'autant plus que je pense qu'on n'a pas vu émerger le truc déjà aux États-Unis où le truc a pris un peu plus tôt, et donc du coup, on n'était même pas prêt à le lire en France en fait. C'était un non-phénomène. Toi, t'es d'accord avec ça, Ouais, Pamela? je suis C'était complètement ça au début, c'était Ouais, c'était. je m'en foutisme. Enfin, les articles qui étaient faits, c'était parce que mon enfant regarde ces trucs, ça a l'air rigolo, mais ça n'intéressait pas les personnes en soi. C'était mais plus. Mais est-ce que c'est pas ça l'élément déclencheur? Parce que moi, je me rappelle d'une conversation avec une attachée de presse qui représente à peu près les plus gros youtubeurs. Elle me disait que effectivement, le moment où ça a changé, c'est quand les gamins de journalistes leur ont dit ah Norman, c'est trop cool, machin et tout. C'est peut-être ça. C'est grâce aux enfants, au public adolescent que leurs parents journalistes ont enfin dit ah il se passe peut-être un truc. 4 millions de vues. De fait, je pense, et tu l'as dit, tu viens de le dire, il y a eu aussi un moment donné où les chiffres ont compté. C'est-à-dire que même si les journalistes s'y intéressaient pas, face à des chiffres comme ça, ils se disaient forcément il y a un truc en fait. Enfin, tu vois, 4 millions de vues. Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes le moment où les journalistes ont commencé à parler de manière un peu plus sérieuse, un peu plus approfondie des youtubeurs, c'était à peu près en 2015, qui est la date du premier Video City. Et c'est aussi la date où les premiers gros films de youtubeurs ont commencé à sortir. Oui, ce que j'ai demandé, c'est... Tu vois, c'est le moment où c'est sorti de YouTube, Ouais, on va c'est dire, ça. pour aller happer Il faut que ça sorte de YouTube pour espaces, qu'on s'y intéresse concrètement. Voilà. Et tu vois, ils ont dû recevoir des communiqués de presse ou des... Parce que c'était pas non plus structuré de la même façon. Aussi, Quand YouTube a commencé à grandir en France, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on résumait ça d'une façon très caricaturale à Norman, Cyprien, Hugo tout seul, tu vois, parce que c'était des figures qui émergeaient, mais c'était 2-3 noms. Il n'y avait pas tout cet écosystème autour, même, ne serait-ce même que pour avoir des relations avec les médias, tout ça, ces deux mondes ne se connaissaient pas finalement au tout départ, quoi. Ouais, t'avais l'impression que c'était 2-3 personnes qui faisaient ça dans leur coin. Dans leur chambre. Il vit de son activité depuis sa chambre. Il raconte les tracas de son quotidien. J'ai retrouvé un petit extrait d'une interview radio de Cyprien et Norman. C'était en août 2012 sur Europe 1 et j'ai adoré la présentation qui en a été faite. Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Les ados, vos ados, en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Ils bricolent avec quelques bouts de ficelle et une petite caméra des vidéos fait maison, ça a le goût de l'authentique. Et c'est un véritable carton sur le web. Ce matin, avec nous en studio, Norman de Norman fait des vidéos et Cyprien, deux jeunes talents réveillés par le web et dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Bonjour Norman. Bonjour. Bonjour Cyprien. Bonjour. Rebonjour Guy Birenbaum. Recoucou. Qui a Bonjour. envie justement de vous connaître de près et de décrypter ce phénomène. Alors vous savez qu'en préparant cette émission, j'ai eu deux publics face à moi. Ceux qui m'ont dit « c'est qui ?» et ceux qui m'ont dit « mais c'est génial, c'est incroyable, mes ados en sont fans ». Tout est parfait. Voilà, donc je pense que ça résume. Mais c'est super intéressant de voir ça, effectivement, c'est comment les médias ont progressivement pris conscience via des jeunes générations que c'était en train d'exploser. Alors, maintenant, une fois que tel milieu avait pris conscience qu'il se passait quelque chose, comment ils en ont parlé? Parce que là, on va peut-être aborder tout de suite ce qui fâche un peu, mais c'est qu'en gros, et dans l'idée des youtubeurs, on va y revenir, mais c'est, quand ils ont commencé à en parler, c'était mal, c'était le business, quoi, l'argent. Comment ils en vivent? Quelle est cette structure, etc. Je pense que ça s'est joué plus en deux temps que ça. Ouais. Je pense que dans un premier temps, on a surtout cherché à coller des clichés dessus. Pour arriver, c'est de là que vient le truc qui fait les vidéos dans sa chambre, nani, pour arriver à se représenter le truc. Un journaliste qui avait entre 40 et 50 ans à l'époque, il fallait qu'il puisse catégoriser ça pour pouvoir en parler. Et du coup, ces clichés, on les a gardés assez longtemps, mine de rien. D'autant qu'on est resté longtemps focus sur la sphère podcast, sans regarder forcément ce qui se faisait à côté déjà sur YouTube. Et l'argent, on peut en reparler un peu plus tard, mais je pense que c'est venu dans un deuxième temps parce qu'il y avait un besoin aussi, pour moi, de se situer un peu socialement par rapport aux youtubeurs. C'est-à-dire qu'un journaliste, il sait combien gagne un joueur de foot, il sait combien gagne un chanteur. Il savait pas du tout combien brassait d'argent un youtubeur. Il entendait des trucs un peu, des sommes parfois astronomiques. Et du coup, je pense qu'il y a eu un besoin aussi de se situer par rapport
aux youtubeurs. Alors, peut-être que Perrine, tu peux nous raconter un petit peu, je sais pas quel souvenir tu as de la vidéo City Paris en 2015. C'était 2016 du coup. Moi, non, j'ai t'étais pas été en 2015. T'es pas né J'ai été en 2015. 2016. Ah bah, je peux peut-être en parler un petit peu, parce qu'effectivement, en 2015, c'était le moment où il y a eu pas mal de papiers sur le business, etc. Où moi, je me rappelle d'une attachée de presse qui m'avait demandé, surtout, pas de questions sur l'argent, s'il vous plaît. Et il y avait une journaliste de France Info qui avait posé, je crois que c'était à Adèle Castillon, elle avait 15 ans, elle lui avait posé des questions sur si elle gagnait de l'argent, etc. Et ensuite, elle s'était rendue compte, cette journaliste, que toutes ses autres interviews avaient été annulées pour le reste du salon. Elle racontait ça dans un article. Donc effectivement, donc 2015, j'ai l'impression que ça a concentré quelque chose, ça a fini de dire les journalistes ils veulent un peu que de l'argent. Je sais pas, toi tu étais à cette époque-là? Alors j'y étais pas, mais je pense qu'à un moment il y a eu un tournant au sens où on a commencé à poser la question un peu aux grands noms qu'on avait dans les médias à ce moment-là, qui répondaient pas forcément, déjà parce que c'était pas très bien placé de demander en direct à quelqu'un combien il gagne. Et du coup, ça a commencé à attiser un peu la curiosité des gens autour de ça. Comme on n'en parlait pas, on avait l'impression qu'il y avait un truc derrière et qu'il fallait creuser et tout, etc. Et ça a fini par devenir la question qu'on posait tout le temps. Et du coup, ça saoulait de plus en plus les youtubeurs qui étaient invités. Et il y a eu un cycle comme ça à un moment. Alors justement... c'est devenu tellement récurrent comme sujet que les youtubeurs ont commencé à en blaguer. Et voici ce qu'en disait Cyprien en 2016. Il faisait une vidéo, les youtubeurs vus par, et voici ce que ça donnait par les journalistes. Mon métier vu par ma grand-mère. Jambon beurre, c'est pas un métier ça. Par mon voisin. Chérie, le voisin il parle encore tout seul. J'appelle une ambulance. La police, j'appelle la police. Par une marque. Il peut tenir ce panneau dans sa prochaine vidéo, l'histoire de 5 minutes, on n'est pas non plus... Par un hater. Ouais, c'est trop de la merde, je préfère Pierre Desproges. C'est un autre youtubeur. Par un enfant. Putain, je veux être youtubeur. Par sa mère. Non, youtubeur, c'est pas un métier. Par un journaliste. Argent, 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 et j'ai terminé mon article. Voilà, donc voilà, ça résume bien un petit peu, je pense, l'espèce d'état des lieux des relations. Perrine, en soi, est-ce que tu trouves pas, pour reprendre un petit peu ce que disait Erwan, est-ce que tu trouves pas ça un petit peu normal aussi que les journalistes se soient intéressés à ça, parce que c'était un business naissant qui était en train de se structurer. Est-ce que c'est la façon dont ça a été fait qui était maladroite, malvenue? Ouais, je pense que c'était plus la façon presque que la question en soi, parce que la question, comme tu disais, Erwan, elle se pose dans le sens où en fait, comme les journalistes voulaient savoir que les youtubeurs ne répondaient pas, ça a fait monter une espèce de je sais pas, de fantasme entre guillemets sur les sommes qu'ils pouvaient gagner. Et après, donc voilà, il y a le fait de poser la question, il y a le fait de la poser tout le temps et de ne poser que cette question en fait, qui est un peu pénible. Et il y a aussi le truc que je pense qu'on ne s'est pas assez attardé au-delà du montant sur la manière dont ils gagnaient l'argent, et je pense que c'était peut-être la chose la plus importante à demander. Genre, comment vous faites en fait? Est-ce que ça veut dire que vous avez des partenariats avec les marques? Est-ce que vous les annoncez clairement? Est-ce que, tu vois, il y avait des tas de questions derrière. Et c'était surtout très important parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas bien régulé. Et aujourd'hui encore, c'est un peu flou. Exactement. Comment signaler les partenariats, tout ça. Tu vois l'article de William Oduro dont on parlait tout à l'heure, c'est, malgré le titre qui a fait un peu polémique, c'est un peu ce qu'il raconte aussi, c'est que voilà, c'est pas malsain de parler d'argent en soi. Enfin, je pense, il y a des youtubeurs qui en parlent très librement, voilà. Mais voilà, faut que ça amène un sujet intéressant en fait, et pas que ce soit juste pour le putaclic. Il y a un autre moment que je trouve important, c'était le passage, on l'entend souvent dans les jingles, c'était le passage de Natou chez Laurent Ruquier. Est-ce que, selon vous, ça a créé quelque chose, ça a fini de casser l'idée que les youtubeurs et les anciens médias, entre guillemets, n'avaient plus rien à se dire? Ça a été en tout cas l'une des interviews, je pense, les plus populaires en matière de gros bids médiatiques, dans le sens... et les plus vus sur YouTube, ironiquement, en replay. Exactement. Oui, ça a cassé un truc, entre guillemets, dans le sens où, pendant toute l'émission, en l'occurrence, tu te rends vraiment compte de cette espèce de décalage qu'il y a entre les deux. Et c'était assez marqué. Après, il y a eu d'autres interviews plus tard, notamment dans Salut les Terriens. Ah oui, il y a eu Squeezie chez Ardisson. Qui ont été un peu dans le même type. Parce que si on prend Natou et Squeezie, respectivement, chez Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, ce que ça a montré pour moi, c'est, au-delà de l'incompréhension, c'est qu'il y a un mépris. Il y avait un mépris qui était saisissant sur le plateau de la part des gens qui les interrogeaient. Et c'est malheureux un peu, même, j'ai envie de dire, même pour nous, tu vois, parce que c'est pas eux qui devraient interviewer Squeezie et Natou pour leur poser ces bonnes questions, quoi.
Parce qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à ce qui se passe sur YouTube et ce qui se passe sur Internet en général, alors que même l'idée qu'il y ait une culture Internet sur le plateau de on n'est pas couché là, je pense qu'elle n'existe même pas, cette idée. Oui, non, mais voilà, et puis, c'est un truc aussi, c'est vrai que les youtubeurs, les gros youtubeurs en tout cas, ont tendance à accorder des interviews en période de promo quand ils ont un bouquin à promouvoir, un film, une série, ce genre de choses. Et donc forcément, ils vont faire les gros médias que l'éditeur ou la boîte de prod recommande. Et ça amène un petit peu des confrontations un peu compliquées. Simplement, là-dessus, est-ce que vous trouvez que ça a évolué, que ça a changé ? Il y a du mieux. Bon, là, il y a eu cet exemple avec Squeezie il y a quelques mois à peine, mais est-ce que vous pensez, d'un point de vue avec les médias, avec les journalistes, c'est un peu tranquillisé Moi, je pense que si Squeezie refait Salut les Terriens dans 1 an, ce sera la même merde. Je pense vraiment. Ce qu'il faut qu'il change, c'est les gens qui vont les interroger, en fait. Parce que je pense pas que Yann Moix ou Thierry Ardisson ou Laurent Baffy vont plus s'intéresser à ce qui se passe sur YouTube dans 1, 2, 5, 10 ans. C'est, ce qui change peut-être, c'est qu'on laisse de plus en plus des journalistes que ça intéresse faire des sujets sur des youtubeurs. On le voit... c'est Vincent Glade qui fait des sujets dans le tube sur des vidéastes et ça se passe très bien. Oui, c'est ça, qu'en plus c'est une émission qui est de base en plus s'intéresse aux médias, aux nouveaux médias. J'en profite simplement pour vous donner un peu l'anecdote dont je parlais autour de Yann Moix. Donc j'ai reçu un message de Flaubert ce midi qui m'a expliqué qu'il bosse actuellement sur un projet avec Natou et qu'il avait contacté Yann Moix pour qu'il fasse une espèce de caméo dedans et montrer qu'ils étaient capables de rire de cette séquence qu'il y avait eu chez Ruquier et donc qu'il n'y avait pas de froid, que tout le monde était capable d'en déconner. Et il m'a dit que Yann Moix lui avait répondu non de façon très sèche, sans un bonjour ni un au revoir. Donc comme quoi, tout n'est pas réglé entre certaines figures médiatiques de la télévision et les créateurs. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu évoquer ce que Flaubert m'avait dit. Il y a autre chose que je voulais vous faire écouter cette fois, c'était fin 2017, McFly et Carlito sortaient une vidéo pour parodier une interview avec une journaliste et on sent que l'idée qu'un journaliste ne s'intéresse qu'à l'argent est toujours bien tenace. Une question, messieurs. Quelle est votre rémunération ? Mais non, mais là, faut vraiment poser d'autres questions. On a dit l'argent, on ne répondra pas aux questions sur l'argent. La rémunération, l'argent, le salaire, c'est pareil. Vous avez un problème de mémoire immédiate ? Non, on parle pas de... Ok. Vous avez d'autres questions vraiment ? Oui, j'ai d'autres questions après. Non, j'ai d'autres questions. Vous faites sur un de nos projets, on a des projets en cours. Oui, c'est après. Hors YouTube. Après, c'était vraiment la deuxième question. Alors. Ne refaites pas l'intro direct la deuxième. Posez juste la question, l'autre. Alors. McFly, Carlito, une question. Est en tête, vraiment ? Combien d'argent vous avez à la fin du mois ? Mais putain, on a dit pas d'argent ! Incroyable de faire ça ! Pourquoi ? C'est incroyable, je suis pas à l'aise avec ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Tu sais quoi, quand j'y pense, regarde, les journalistes c'est tellement des dalleux, on leur donne le salaire. C'est sûr qu'on va y passer, t'as raison, on va y passer. Ah oui, vous allez y passer. Ouais, vous êtes pas obligés à chaque fois d'aller. Voilà, les journalistes c'est des dalleux. L'autre aspect qui me semble important, et j'en ai déjà parlé avec toi, Erwan, il y a quelques temps, c'est qu'il y a aussi potentiellement une concurrence entre les journalistes et youtubeurs sur certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la beauté ou du cinéma. C'est, en soi, il peut... Voilà, en termes de visibilité, je sais pas, les marques, si elles ont des voyages presse, elles invitent potentiellement plus facilement des influenceuses, on va dire, que des journalistes maintenant, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Et il y a aussi... je pense que la concurrence va des deux côtés en plus. Je sais pas comment dire, mais il y a aussi des youtubeurs qui font un peu du journalisme, mais pas avec les mêmes règles, etc. Et que ça crée aussi une concurrence. On en parlait la dernière fois du Roi des Rats, notamment, qui pour le coup, fait des vraies enquêtes, sauf que on n'a clairement pas les mêmes manières de travailler, les mêmes contraintes, etc. Et du coup, des fois, il y a plein de personnes qui disent « Mais pourquoi vous reprenez pas les articles du Roi des Rats, les vidéos du Roi des Rats ?» Le fils révélateur. Et pourquoi vous en faites pas un article ? Pourquoi vous médiatisez pas le truc, etc. Comme si c'était... parce que les gens le perçoivent comme un journaliste, en fait. Et le problème, c'est que toi, tu dois tout vérifier. Revérifier, t'as pas les mêmes sources qui te permettent de vérifier, parce qu'il en a qui... Voilà, c'est une base de travail. Ce genre de vidéo, c'est une base de travail, mais ça peut pas être... on peut pas faire une reprise comme si on reprenait une dépêche de l'AFP ou ce genre de choses. C'est intéressant ce que tu dis, et justement, je voulais enchaîner tout de suite sur dans votre façon de travailler.
avec les vidéastes, est-ce que vous avez des galères? Est-ce que c'est compliqué? Moi, les contacter, c'est une galère. Voilà, raconte-nous par exemple. Déjà trouvé un mail. Voilà. Non mais c'est vrai que des fois, mais c'est nul, enfin c'est con, mais des fois contacter les gens c'est compliqué. Et quand tu sors, même les grands networks, ça va encore, t'arrives à avoir des interlocuteurs, mais t'as pas forcément d'accord à la fin pour pouvoir rencontrer la personne. T'as certains youtubeurs, c'est presque impossible. Mais sinon, en termes de galère, je sais pas si Perrine, t'as plus à fournir. Moi, alors, ce qui est marrant, parlé. c'est qu'il y en a que j'ai réussi, et des bons gros youtubeurs, tu vois, enfin des personnes assez connues et tout, que j'ai réussi à avoir, je sais pas, en 2-3 jours. Enfin voilà. Il y en a d'autres, j'ai fait 10 relances, 6 mois, j'attends toujours. Oui, non, mais enfin, je suis complètement. Thibaut InShape, si tu m'entends. Mais moi, c'est tout à fait ça. Moi, je me rappelle, par exemple, d'un manager, entre guillemets, de deux vidéastes qui m'avait proposé de faire une interview avec eux à tel jour, dans tel bureau, à telle heure. Et je dis, bah, d'accord, parfait. Je me rends sur place, j'arrive devant l'immeuble, je l'appelle. Je lui envoie un message sur Facebook, pas de réponse, j'attends un quart d'heure, 20 minutes, j'ai attendu 27 minutes, 30 secondes, je crois à peu près, et je suis reparti. Et j'ai jamais eu aucun message d'excuses, aucun message pour refaire une autre interview éventuellement avec ce manager-là. Et là, voilà, donc si tu m'entends, j'espère que tu es vivant au moins. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et tu disais effectivement, moi aussi, j'ai dû attendre, je sais pas, des fois 6 mois. À interroger l'entourage de telle une grosse vidéaste, on va dire. Et au bout d'un moment, on m'a dit non. Et des fois, c'est ça, c'est travailler de ce milieu-là et chercher à avoir un peu la confiance de leurs proches, etc. C'est une galère. C'est pas facile. Et puis tu sais jamais. Moi, ça se trouve, j'ai pas eu de réponse aussi parce que j'avais pas contacté la bonne personne, mais tu sais pas parce qu'il y a une pauvre adresse email de contact en général sur leur chaîne YouTube quand il y en a une. Et c'est les boîtes mail, ils ont 4000 messages en plus. Ça renvoie vers des attachés de presse ou des réseaux, enfin c'est assez compliqué, enfin je sais jamais vraiment qui va me répondre. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que même une fois que tu as le 06 d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, à chaque fois on me forçait à repartir au niveau 0, à refaire le petit formulaire de contact, à repartir, remonter les niveaux, etc. Enfin, c'est assez laborieux. Et quand t'écris pour Internet, c'est compliqué. Et je peux peut-être même glisser un mot vis-à-vis de YouTube. YouTube qui est souvent accusé de pas bien communiquer sur sa façon de faire, etc. Pour les journalistes aussi, c'est parfois très compliqué. Oui. Ils sont des fois ravis de communiquer sur YouTube Kids quand ça va bien. Mais des fois, c'est très problématique d'avoir une réponse. Moi, effectivement, j'ai dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir une interview concrète. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous avez déjà eu des bonnes surprises? Enfin, toi, tu parlais des fois qu'en 2-3 jours. Moi, je sais que Cyprien, j'ai envoyé un mail sur son adresse basique et pour le coup, j'ai eu une réponse. C'était une surprise complète. Hein, je m'attendais pas du tout à ça. Tu crois presque pas quand ça arrive. Moi, t'as l'impression que c'est un imposteur qui est derrière. Travailler sur ces sujets-là, c'est envoyer des bouteilles à la mer en permanence. Quoi. Moi, l'océan, je pollue l'océan numérique avec ça parce que c'est incroyable. Quoi. Mais toi, vous avez pas de souvenirs comme ça de ah tiens. Il y avait McFly et Carlito, ça s'était fait assez vite, mais c'était vraiment au tout début, enfin un peu plus quand même au début de leur chaîne où maintenant, même quand je les contacte, ça se fait, mais c'est un peu plus long. Après, je veux pas non plus. Enfin, il y a plein de milieux où c'est dur aussi de contacter les gens, où les gens sont occupés, des moments, tout ça. En plus, quand t'as une vie de famille, etc. Bonne surprise. Henri Hardisk, c'était une bonne surprise. C'est pas un gros youtubeur du coup, mais le sujet en lui-même et l'interview en elle-même était très bien parce qu'au contraire, lui était très OP pour parler aux médias déjà et pour parler des médias, avoir des réflexions sur les liens entre les youtubeurs et les médias par rapport à lui, par rapport à ses expériences. C'était assez intéressant. Donc voilà, c'était plutôt une bonne surprise. Et j'ai une dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'au final, si les youtubeurs répondent pas forcément ou s'intéressent pas forcément à la couverture médiatique de base, est-ce que c'est parce qu'au final, ils n'ont pas besoin de nous? Enfin, ils ont pas, pour communiquer, ils n'ont pas besoin. C'est pas comme un acteur qui fait Drucker. Eux, ils ont pas besoin, un tweet suffit. Ils font un tweet, un snap, un Instagram et ils font plus de vues que nos articles en fait. Ouais, mais... c'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Perrine, ne pleure pas. Après, tu vois, par exemple, quand ils sortent un livre, un film, etc., ils vont quand même avoir envie de passer dans les médias traditionnels. Enfin, en général, c'est pas eux qui ont envie, c'est plutôt leur manager. Mais des fois, je me demande même presque pourquoi.
Mais c'est bien, continuez à le faire quand même. Moi, je serais plus nuancé, tu vois. Je pense que, évidemment, pour transmettre une information, c'est sûr que non. Tu vas jamais recevoir un SMS d'un youtubeur qui va dire je fais un truc, tu veux pas faire un papier juste pour l'info. Mais je pense que, pour reprendre l'analogie avec le foot du départ, il y avait Paul Pogba qui était invité au Canal Football Club il y a quelques semaines. Et Pierre Ménès a cette magnifique phrase: vous avez remplacé les journalistes par Instagram. Et si ton boulot peut être remplacé par un post Instagram, c'est qu'il y a un problème. Je pense que le travail qu'on fait, il est autant sur les youtubeurs et avec les youtubeurs que sur YouTube, en fait, que sur ce qui se passe sur YouTube. Et ce travail-là, si on veut continuer à avoir des réflexions intéressantes sur YouTube, etc., des discussions, on a notre rôle à jouer autant qu'eux, et c'est comme ça que ça se fait. C'est une très belle conclusion. C'est la parabole de conclusion. Parfait, on va pouvoir passer aux recommandations. Un mot sur ce nombre de vues. Alors là, je voudrais qu'on m'explique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait marrer. Admettons, vous avez eu, je crois, votre record, c'est 9 millions de vues, c'est ça pour un sketch? Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions de Français qui vous connaissent. C'est la magie de l'Internet. Alors, Perrine, qu'est-ce que tu veux nous recommander cette semaine? Eh ben, du coup, j'ai un peu triché. C'est une chaîne qui est un petit peu plus connue que d'habitude, mais vous m'en voudrez pas. C'est la chaîne de Clemity Jane. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une jeune youtubeuse qui fait des vidéos sexo, en fait. Où elle parle de sexe, de tout et n'importe quoi autour du sexe, aussi bien le sexe. Non, mais aussi bien, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles, qui s'interrogent, etc., que celles qui, au contraire, ont 20 ans de vie sexuelle derrière eux. Et c'est très inclusif, et c'est ça qui est chouette. Très bien. Erwan? Eh ben, moi j'avais envie de parler de Chronomusique, la chronique Musique Express, qui est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je me rappelle plus exactement du nombre d'abonnés. Je crois qu'il est belge en plus, mais qui ça n'a pas de rapport avec le nombre d'abonnés, effectivement. Je t'ai vu hausser les sourcils, ça n'a pas de lien. Je dis, c'est pas grave, c'est parce que t'es belge que. Non, c'est parce que finalement je regarde assez peu de youtubeurs belges, alors qu'il y en a plein qui font un travail formidable. Et c'est quelqu'un qui va, à travers un concept qui est assez marrant, qui est de prendre un artiste connu et un genre qui n'a rien à voir. La dernière, c'est sur Bruno Mars et le Djent. Si vous ne connaissez pas le Djent, écoutez-en, c'est délicieux. Et ça permet de beaucoup déconstruire la musique d'un point de vue très technique, et pour autant c'est hyper accessible. Moi qui n'ai aucune base théorique dedans, c'est hyper intéressant. C'est fun en plus, et donc voilà, c'est vraiment un contenu intéressant que je vous recommande chaudement. C'est le YouTube qu'on aime. Pour ma part, je veux simplement saluer le travail de Panayotis Pasco, donc qu'on a connu grâce à Quotidien, donc une émission qu'il a quittée alors que toutes les portes lui étaient ouvertes. Il était déjà très jeune, je crois, il avait 17 ans à peine, 18 ans. Et depuis quelques temps, il se consacre uniquement à la scène. On le voit beaucoup au Paname, etc. Il monte un peu son spectacle. Et depuis, il a également, si j'en parle maintenant, c'est qu'il a lancé, enfin en tout cas relancé son activité sur YouTube. Il a réuploadé d'anciennes vidéos où il était notamment avec Mr V, mais aussi du contenu nouveau et un sketch avec DC's, je crois, et un autre avec Audrey Pirot, une espèce de date qui tourne un peu mal, ou en tout cas pas comme espéré. Donc c'est, je trouve que c'est du contenu humoristique frais, voilà, tout simplement. Merci à nos chroniqueurs Perrine et Erwan. Donc je vous recommande vivement les articles, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés, et si des fois, je vais faire un mini instant promo, si le livre que j'ai écrit vous intéresse, ça s'appelle donc YouTube derrière les écrans, c'est édité chez Le Mieux et ça sort le 17 mai. Mais vous pouvez déjà le précommander, évidemment, même si c'est bien de l'acheter, c'est un petit libraire indépendant. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission, à la liker sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Binge Audio. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de NoTube, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème, et que du coup toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur 2 sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.